vous remercie. Je voudrais exprimer ma gratitude à François Héran, à Annabelle Degré-Duloup, Anne Gosselin et Maria Melchior pour cette invitation. Et je suis très honoré de participer à cette première rencontre de l'Institut Convergence. Ce que je voudrais faire, c'est partager avec vous quelques réflexions, en quelque sorte introductives au propos de la journée. Des réflexions qui sont à la fois anthropologiques et historiques, dont j'espère que vous comprendrez qu'elles sont pertinentes pour aussi la politique et l'action. Et je commencerai donc par une brève étude de cas qui éclairera le propos que je voudrais tenir autour de ce qu'on appelle la santé des migrants. Alors à Paris, à la fin des années 1980, une maladie qui était jusqu'alors considérée comme exceptionnelle, le saturnisme infantile, est diagnostiquée dans le cadre d'un dépistage systématique chez plusieurs centaines d'enfants. Comme vous le savez, cette intoxication au plomb du jeune enfant a des conséquences très graves en raison de l'accumulation du métal dans le système nerveux qui entraîne des problèmes de cognition et des retards d'apprentissage, parfois même des troubles de la conscience, voire le décès. Elle est due presque toujours à l'ingestion d'écailles et ce qu'on ne savait pas à l'époque à l'inhalation de poussière qui proviennent dans les deux cas de vieilles peintures dans des appartements vétustes qui n'ont jamais été rénovés puisque l'utilisation de ces peintures contenant du plomb a été interdite dès 1948. Dans le rapport de l'enquête parisienne qui inaugure cette histoire, on parle d'enfants, je cite, vivant le plus souvent dans des conditions socio-économiques modestes ou médiocres. Mais on élude le fait de leur origine géographique qui est pourtant manifeste. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'une revue de l'ensemble des cas qui ont été identifiés jusqu'alors d'intoxication sévère révèle que 99% de ces cas ont été observés chez les enfants de familles africaines, dont 85% d'origine subsaharienne. Comment donc expliquer cette considérable surreprésentation statistique ? Malgré les connaissances acquises sur la maladie depuis près d'un siècle, notamment aux États-Unis, où plusieurs épidémies ont été étudiées dans les années 1950, 60, 70, les médecins français commencent par explorer des pistes inhabituelles. Puisque les enfants sont d'Afrique de l'Ouest, la cause ne serait-elle pas à chercher dans les poteries traditionnelles qui servent à préparer les repas, dans le cosmétique appelé kohl qu'utilisent les femmes, voire dans l'activité occulte pratiquée par certains hommes qui conduit dans un premier temps à désigner le saturnisme infantile comme la maladie des marabouts. Toutes ces pistes s'avérant infructueuses, c'est la peinture abîmée qui est finalement retenue. Mais alors comment expliquer que les enfants d'origine sahélienne soient plus que d'autres touchés ? On fait appel à des ethnologues qui fournissent l'explication espérée. En Afrique de l'Ouest, affirme-t-il, les mères ont l'habitude de sucer de l'argile pendant leur grossesse et cette pratique culturelle qu'on qualifie de géophagie est reproduite par les enfants dans ce qui devient chez eux une pratique pathologique désignée cette fois sous le nom de pica. La thèse séduit d'autant plus les autorités qu'elle semble les exonérer de toute responsabilité. Des médecins de santé publique relèvent cependant que dans la littérature médicale internationale sur le saturnisme infantile, la surreprésentation de la maladie et le pica sont tout aussi bien décrits en Grande-Bretagne chez des enfants de familles sud-asiatiques et aux États-Unis parmi des enfants de familles noires. Y aurait-il donc une culture commune aux Sénégalais, aux Indiens et aux Afro-Américains ? Cette hypothèse peu plausible est progressivement abandonnée au profit d'une autre plus réaliste. La voici. En France, dans les années 1980, les flux légaux d'étrangers se tarissent. À l'interruption officielle de l'immigration de travail ont succédé les restrictions du regroupement familial. Les nouveaux arrivants, désormais pour nombre d'entre eux en situation irrégulière, auxquels s'ajoutent les étrangers dont les titres de séjour ne sont pas renouvelés en raison notamment des politiques de préférence nationale dans l'emploi, ne peuvent avoir accès à l'habitat social. Cet accès est du reste de plus en plus limité à cause d'une part d'une absence de mobilité vers la propriété individuelle liée au sous-emploi et d'autre part d'un manque d'engagement des bailleurs sociaux pour de nouvelles constructions. À ces derniers venus de l'immigration, il ne reste donc que le segment inférieur du secteur locatif, voire des logements inoccupés qui sont
le plus souvent des appartements insalubres dans des immeubles décrépits qui sont loués à des prix exorbitants ou tout simplement sont squattés. Or, dans cette période, il s'agit surtout de personnes originaires du continent africain, fuyant les conflits, la misère ou l'absence d'avenir pour eux-mêmes et leurs enfants. Il n'est donc pas étonnant de les trouver dans cet habitat dégradé dont les peintures au plomb se délitent. Exit l'exotisme. Le remplace une histoire sociale de l'immigration et une économie politique de l'habitat populaire moins flatteuse pour la société d'accueil. J'ai choisi de présenter brièvement cette étude de cas sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques années en introduction de mon propos, car je voudrais le faire porter précisément sur les différentes façons dont on a voulu, depuis un siècle, singulariser la santé des migrants et à l'inverse, sur la manière dont il est aujourd'hui nécessaire, peut-être, de la banaliser, autrement dit, de l'étudier comme n'importe quel domaine de la médecine clinique et de la santé publique, même s'ils peuvent demeurer, bien sûr, certaines particularités liées à l'histoire de ces exilés. L'intérêt pour les questions de santé liées au phénomène de migration est ancien. À partir de la fin du XIXe siècle, période qui correspond bien sûr à une intensification des déplacements de population en Europe, en même temps que de régulation administrative croissante des étrangers, notamment en France, une relation est plus systématiquement établie entre santé et migration. De cette relation, il existe au moins 4 versions qui dessinent à grands traits, au travers des enjeux sanitaires, 4 manières de penser la relation aux migrants. Ces versions se succèdent dans le temps, mais plutôt que de se substituer l'une à l'autre, on pourrait dire qu'elles se sédimentent et se superposent. Aujourd'hui, dès que l'on creuse un peu, on voit ainsi ressurgir des représentations, des discours et des pratiques que l'on pensait d'un autre temps. La première de ces approches est hygiéniste. Elle est le produit des découvertes microbiennes et donc de la compréhension de la transmission interhumaine des épidémies que l'on avait longtemps cru être la conséquence d'environnements délétères selon la théorie hippocratique. Au début du XXe siècle, alors qu'après la guerre meurtrière qu'elle vient de mener, la France a un besoin impérieux de main-d'œuvre qu'elle va chercher en Europe de l'Est et du Sud, mais aussi dans ses colonies africaines, des dispositions sont prises pour que des certificats médicaux soient établis avant le départ des personnes d'origine, de leur pays d'origine, afin d'éviter, dit une circulaire de 1924, la transmission de maladies contagieuses. Et l'année suivante, dans un article de la revue d'hygiène et de médecine préventive, le professeur Léon Bernard, qui est le cofondateur de l'Organisation sanitaire de la Société des Nations, critique l'approche de la Société générale d'immigration, qui opère cette sélection, trop exclusivement à son goût, sur des critères de capacité de travail et pas assez, écrit-il, de valeur de la population qui devrait sous-tendre le souci de la santé publique et de l'avenir de la race. S'ajoutent à ces préoccupations infectieuses et eugéniques des préoccupations économiques en raison du fardeau financier que sont censés représenter les soins aux malades. Clairement, dans la logique hygiéniste que l'on trouve à la même époque dans le Aliens Act de 1920 qui restreint l'entrée des étrangers sur le territoire britannique, le migrant est un danger potentiel à de multiples titres. Il est un vecteur de maladie, un corrupteur de la nation, un poids pour l'État. S'il est aujourd'hui quelque peu euphémisé, on ne parle plus de l'avenir de la race, bien sûr, cette version n'a nullement disparu. Il suffit de se souvenir comment, dans les années 1980 et 90, les consulats français en Afrique exigeaient des demandeurs de visa un test négatif du sida, comme le faisaient notamment aussi les autorités soviétiques, quand d'autres pays, tels les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite ou la Corée du Sud, expulsaient des personnes porteuses du virus. La seconde approche est, disons, exotique. Elle est l'héritière du passé, des grandes puissances coloniales et, dans le cas de la France, de ces glorieux instituts Pasteur qui ont essaimé sur la totalité du globe, de Madagascar à Montevideo, de Téhéran à Dakar, de Tunis à Hanoï. Sans les découvertes de Pasteur, écrivait le docteur Albert Calmette, qui est le fondateur de l'Institut de Saïgon et second président de la Société de pathologie exotique, le développement et l'émancipation des populations indigènes auraient été impossibles. Le réseau international des instituts forme un empire scientifique dans lequel se développe une clinique nouvelle, la médecine tropicale, et une science inédite, la parasitologie, qui viennent compléter les autres branches de l'infectiologie. À la fin de la période coloniale, non seulement les instituts perdurent, mais nombre de médecins et biologistes qui vont être amenés à traiter les migrants dans la métropole ont été et continuent d'être formés dans les anciennes colonies.
C'est donc dans les services de médecine tropicale et de parasitologie que les patients originaires d'Afrique et d'Asie sont le plus souvent soignés, comme s'ils ne pouvaient relever que de disciplines particulières. Le dogme nosologique, en ce qui concerne ces migrants, repose alors sur une trilogie, que certains d'entre vous connaissent: pathologie d'importation, correspondant typiquement aux parasitoses, telles que le paludisme, la bilharziose, les filarioses; pathologie d'acquisition, dont les maladies sexuellement transmissibles sont significativement l'archétype; pathologie d'adaptation, enfin, qui exemplifie la dépression due à l'isolement. Avec les années, cette classification et ces affections ont toutefois de moins en moins de sens, puisque l'essentiel des migrants est installé de longue date et que les nouveaux arrivants, moins nombreux, présentent rarement ces pathologies exotiques. Et c'est finalement le sida, dont la propagation affecte particulièrement les populations africaines, qui donne une seconde vie à ces spécialités en voie de marginalisation. Parallèlement à cette histoire, la médecine coloniale se distingue aussi dans le domaine de la santé mentale, avec notamment les travaux de John Colin Carruthers à Nairobi, où il écrit un traité pour l'Organisation mondiale de la santé sur le lobe frontal des Africains, et surtout l'école d'Alger, dont le chef de file Antoine Porot, promoteur de la psychiatrie musulmane, comme on l'appelle à l'époque, rapporte, je le cite, l'impulsivité criminelle de l'indigène nord-africain à la domination diencéphalique, l'un comme l'autre de ces auteurs, justifiant par leur théorie neuroanatomique le racisme et la répression dans le monde colonial. Dans les années 1970, leurs héritiers, qui sont désormais confrontés en France à des patients migrants principalement d'Afrique du Nord, dont certains souffrent de séquelles d'accidents du travail, redécouvrent la notion déjà ancienne de sinistrose, névrose de revendication censée conduire les patients à exagérer leurs symptômes pour obtenir des bénéfices secondaires, tels que la prolongation d'arrêt de maladie et les indemnisations de leurs séquelles. Même si médecine tropicale et psychiatrie musulmane représentent des univers intellectuels bien différents, elles ont en commun un passé colonial qui laisse des traces dans la prise en charge ultérieure des migrants par les médecins, dans la mesure où, notamment, les uns comme les autres viennent au moins au début du même monde. La troisième approche est culturaliste. Elle procède d'une interprétation des migrants comme différents en raison de leur culture. Il ne s'agit pas de la théorie développée aux États-Unis dans le cadre du mouvement Culture et Personnalité, mais ce qu'on peut appeler d'un culturalisme ordinaire, qui consiste d'une part à réifier la culture, autrement dit à en faire une entité clairement identifiable, et d'autre part à la surdéterminer, autrement dit à en faire la cause principale des comportements observables. Si l'exemple cité du saturnisme infantile est bien sûr particulièrement évocateur, on a vu là encore comment le sida réactivait des préjugés culturalistes sur l'hypersexualité et la promiscuité sexuelle des Africains, ou sur leur recours à des rituels néo-traditionnels dont le fantasmatique viol de jeunes filles vierges aux vertus réputées purificatrices. Plus largement, l'interprétation culturelle a priori est fréquente lorsqu'on a affaire à des pratiques jugées déviantes au regard de la norme comportementale de bonne santé ou à la norme médicale en matière thérapeutique. Souvent, cette interprétation a valeur non d'accusation d'ailleurs, mais d'excuse, qui sert à la fois à externaliser la déviance, ce n'est pas la faute des malades, mais de leur culture, et à exonérer les médecins et les autorités, ils ne sont pas responsables du mauvais état de santé ou du défaut d'observance thérapeutique. Ainsi, la création de l'hôpital franco-musulman, qui ouvre ses portes en 1935 à Bobigny, est-elle justifiée par le fait que, je cite, les indigènes nord-africains, lorsqu'ils sont malades, ne se décident à recourir à l'action des médecins qu'en dernière extrémité et s'attardent dans des taudis au risque de contaminer dangereusement leur voisinage. Pour répondre donc à ce problème, l'hôpital, qui est construit dans les quartiers populaires en dehors de la capitale, bénéficie de soignants qui parlent l'arabe ou le kabyle et qui sont initiés à la culture maghrébine. On y sert du couscous au repas à ses patients et y est adjoint un cimetière avec un carré musulman. Dans la période contemporaine, le développement de l'anthropologie médicale, qui a suscité un engouement aussi bien chez les anthropologues que chez les médecins, donne un regain d'intérêt pour ces différences culturelles. Et l'essor de l'ethnopsychiatrie en est le signe le plus manifeste. À la différence de la psychiatrie coloniale, ce n'est plus dans le cerveau que l'on cherche des explications, mais dans la culture, qui fournit des réponses à travers des méthodes qui prétendent renouer avec des pratiques traditionnelles. La frontière demeure toutefois indécise entre, d'un côté, l'attente des patients d'être reconnus pour ce qu'ils sont, et de l'autre, leur souci d'être pris en charge
dans le droit commun plutôt que dans de tels dispositifs d'exception. La dernière approche est épidémiologique. Elle repose sur l'utilisation de données quantitatives et de tests statistiques. Elle privilégie la dimension collective sur la dimension individuelle. Elle débouche sur des propositions de santé publique plutôt que de médecine clinique. Elle s'intéresse aux différences entre les migrants et le reste de la population, moins du point de vue culturel que du point de vue des disparités. Fait remarquable cependant, alors que la littérature scientifique internationale abonde depuis longtemps de travaux sur les inégalités sociales de santé, et même pour ce qui est des États-Unis sur les inégalités ethno-raciales, ce n'est qu'assez récemment que l'immigration a été prise en compte comme déterminant social de la santé, selon l'expression d'une récente synthèse publiée dans l'Annual Review of Public Health. Et bien sûr, c'est l'une des raisons de cette journée. Le premier résultat de ces travaux est le fameux paradoxe, dont on reparlera plus tard, du Healthy Migrant Effect, qui établit que les migrants de première génération sont en moyenne en meilleure santé que les natifs du pays hôte, qu'il s'agisse de déclaratifs de morbidité ou de mortalité, avec donc pour conséquence, contrairement à ce que beaucoup croient, des dépenses de santé moindres. On estime qu'il est à la fois dû à la sélection au départ des sujets les plus robustes et à la prévalence de comportements plus sains parmi eux en matière de nutrition, de tabagisme ou d'alcoolisme. Une seconde singularité qui est observée tient à ce qu'on appelle le paradox of assimilation, qui conduit à ce que l'avantage initial se réduise progressivement jusqu'à se négativer à mesure que le séjour se prolonge dans le pays hôte. Les raisons de cette évolution défavorable tiennent à la fois à la détérioration des conditions de vie, à l'adoption de pratiques néfastes du pays d'accueil et aux difficultés d'accès aux soins. Ce schéma général connaît toutefois des variations en fonction du pays d'origine, du milieu social de départ, de la période dans laquelle se situe la migration. Fait remarquable, ce domaine relativement nouveau de la recherche sur la santé des migrants bénéficie des travaux qui ont été conduits depuis plus longtemps sur les minorités ethno-raciales, du moins dans les pays où ils sont autorisés. Comme vous le savez, ce n'est pas le cas de la France, mais c'est le cas aux États-Unis, où par exemple Nancy Krieger a pu montrer le rôle spécifique du racisme et des discriminations à côté des autres facteurs déjà cités dans la détérioration de l'état de santé, notamment de santé mentale. Enfin, les enquêtes plus récentes portent sur un phénomène dont l'ampleur et la visibilité se sont considérablement accrues au cours des dernières années, la santé des vagues de migrants et de réfugiés, de sans-papiers et de demandeurs d'asile. Et je dois dire que ces distinctions de statut s'avèrent souvent empiriquement peu pertinentes au regard des conditions de vie et de santé. Ces études révèlent l'impact des épreuves terribles traversées pour rejoindre les pays dits d'accueil, de la grande précarité juridique autant que matérielle qu'ils y rencontrent, et de la répression qu'ils doivent subir de la part des forces de l'ordre, ce qui s'ajoute bien sûr aux effets délétères des circonstances, pauvreté ou violence, qui les ont amenés à quitter leur pays d'origine. Les données publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire et dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé pour la région Europe documentent les difficultés d'accès aux soins et la dégradation de l'état de santé de ces populations, et pour elles donc le sens très relatif de l'expression « healthy migrant ». Les quatre approches que je viens succinctement d'évoquer, hygiénistes, exotiques, culturalistes, épidémiologiques, ne sont pas exclusives d'autres, par exemple humanitaires et psychologiques, mais elles dessinent une part importante de ce domaine qu'on appelle aujourd'hui la santé des migrants, ou parfois, comme dans l'organisation non gouvernementale que j'ai l'honneur de présider, le COMED, la santé des exilés. Au-delà de leurs évidentes différences, elles ont en commun de singulariser une population et ses problèmes. Singularisation du point de vue du danger qu'elle représente pour les hygiénistes, des pathologies qui la caractérisent pour les tropicalistes, des traits qui la différencient pour les culturalistes et des risques auxquels elle est exposée pour les épidémiologistes. Chacune de ces approches a eu et a encore une certaine raison d'être. Dans une perspective hygiéniste, la transmission de certaines récentes épidémies, des virus H5N1 ou Ebola par exemple, justifie bien sûr des mesures exceptionnelles de contrôle aux frontières. Dans une perspective tropicaliste, la connaissance des cycles, des symptômes et des traitements des maladies parasitaires, du paludisme à la bilharziose, demeure indispensable et du reste de plus en plus pour les touristes autant que pour les migrants. Dans une perspective culturelle, la prise en compte de modes spécifiques de se représenter les affections et leurs traitements, d'en parler et d'y réagir, mérite l'attention. Et enfin, dans une perspective épidémiologique, les aléas particuliers auxquels les migrants sont confrontés de par leur histoire dans leur pays d'origine, au cours de leur périple et dans leur pays d'accueil
appelle des analyses et des réponses adaptées. Toutefois, je voudrais défendre l'idée, pour terminer, qu'une désingularisation du domaine de la santé des migrants doit, autant que faire se peut, prévaloir. Au fond, il s'agit de sortir de la situation d'exception que les politiques de l'immigration s'efforcent précisément d'imposer. J'en donnerai deux exemples. Premièrement, lorsque des jeunes étudiants syriens rencontrés dans leur baraque de la jungle de Calais que j'ai étudiée présentent des infections respiratoires dues à leur mode d'hébergement et des blessures consécutives aux violences policières, lorsque les équipes de plusieurs organisations humanitaires constatent des épidémies de gale et de poux de corps dans le camp de Grande-Sainte, ou lorsque 4 personnes sur 5 d'une enquête de Médecins du Monde dans ces centres de soins et d'orientation déclarent être en situation d'insécurité alimentaire, il s'agit de problèmes de santé qui ne relèvent pas de la migration en tant que telle, mais des conditions dans lesquelles les migrants sont contraints de vivre. En Allemagne ou en Suède, où ils sont accueillis dans des centres d'hébergement décents, ils ne souffrent pas de ces problèmes. Deuxièmement, quand des études conduites dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, montrent un excès d'accidents du travail et de maladies professionnelles, une surexposition à des toxiques dans les activités industrielles, à des pesticides dans le monde agricole ou à des températures élevées sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, et une précarité de l'emploi favorisant l'exploitation et les mauvais traitements sur les lieux de travail, y compris domestiques, avec des conséquences graves sur l'état psychique, il s'agit, là encore, de problèmes de santé qui ne relèvent pas de la migration en tant que telle, mais des conditions dans lesquelles on fait travailler les migrants. Plutôt que de santé des migrants, on a bien affaire à des questions de santé publique dans le premier cas et de santé au travail dans le second. La désingularisation de la santé des migrants opère en réalité sur les deux termes, santé et migrants, avec d'importantes conséquences du point de vue des politiques et des actions à mener. D'un côté, comme le suggèrent les exemples précédents, les migrants diffèrent des natifs principalement en raison des conditions de vie, de logement et de travail qui leur sont faites. Il est donc légitime de les considérer dans le droit commun de la médecine et des soins plutôt que dans un espace particulier, ce que du reste s'efforcent de faire la plupart des associations qui les prennent en charge, par défaut lorsque les institutions publiques ne le font pas. Une fois l'urgence des premiers soins passée, elles tentent d'intégrer ces malades dans les circuits ordinaires d'une médecine publique, par ailleurs de plus en plus sous la pression de restrictions budgétaires. D'un autre côté, la meilleure manière d'améliorer les conditions de santé n'est pas d'agir sur la santé en tant que telle, mais sur les conditions de vie en général, ce qui est vrai pour toutes les populations et pas simplement pour les migrants. Dans leur cas, une méta-analyse récente publiée dans le Lancet sur les effets des politiques ne relevant pas du domaine de la santé dans 8 pays européens dont la France montre que les politiques contraignantes à l'entrée, détention, visa temporaire, sont associées à une détérioration de la santé mentale, tandis que les politiques restrictives dans la période d'intégration, en matière de protection sociale et de régularisation notamment, s'accompagnent d'une santé dégradée et d'un moindre recours aux soins et d'une mortalité plus élevée. En somme, ce qu'on appelle la santé des migrants relève bien moins de logiques propres aux migrants et de politiques spécifiques à la santé qu'il n'est d'usage de le penser. Il ne faut certes pas négliger les problèmes particuliers que présentent nombre d'exilés en raison notamment des violences subies et des périls traversés dans leur pays d'origine et sur leur trajet vers leur pays d'accueil, ou tout simplement en raison des difficultés de communication linguistique qui supposent des pratiques exigeantes d'interprétariat. Cependant, la santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil, comme elles devraient l'être à toutes et à tous, indépendamment de leur origine et de leur statut. C'est pourquoi dans ces temps où la répression et l'exclusion prévalent trop souvent à leur égard, ce qu'on appelle santé des migrants en dit long sur l'éthique de la société qui les reçoit. Je vous remercie.